Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine d'information sur IGFM. Au menu, la situation agricole au Sénégal. Le secteur porteur de développement économique semble être un parent pauvre de l'État. Quelles solutions dans ce contexte de besoin d'autosuffisance alimentaire? Nous serons avec Ibrahima Sène du PIT, ingénieur agroéconomiste. Dans ce magazine, retour sur les temps forts de la visite du président Sall à Ziguinchor. Un pôle de développement économique a été annoncé. Comme disait l'autre, sans paix, il n'y a pas de développement, mais sans développement, il n'y a pas de paix non plus. Une citation qui semble rappeler la situation de ni guerre ni paix en Casamance. Le président Macky Sall, pour 72 heures dans le sud du pays, n'a pas lésiné sur les moyens financiers et techniques. Un pôle de développement économique est annoncé dans cette partie méridionale du pays, émaillée depuis plus de 30 ans par une rébellion. Plusieurs secteurs dont l'agriculture seront boostés pour émerger la localité. Retour donc sur la visite du chef de l'État, un périple couronné d'espoir. Tout a été millimétré pour qu'il n'y ait pas de débordement. Mais c'était sans compter avec la détermination des étudiants de se faire entendre à leur manière. Enseignement de qualité! Enseignement de qualité! Le chef de l'État Macky Sall est finalement entré dans le chapiteau avec une heure de retard. Dans son allocution, il fait une annonce séduisante. L'extension des infrastructures de votre université pour un montant de 3 milliards à travers un financement Banque mondiale. L'appel d'offres pour la construction a déjà été lancé. C'est dire que le baptême de l'université Assane Seck de Ziguinchor restera gravé dans les mémoires, en bien comme en moins bien. Voilà, nous en venons à présent à notre invité. Il s'agit de M. Ibrahima Sène du PIT. M. Sène, bonjour. Bonjour. Alors, nous vous invitons plutôt sous votre casquette d'économiste. Je vais reprendre peut-être la fonction d'agroéconomiste. L'agriculture aujourd'hui est un secteur incontournable dans un pays comme le Sénégal, donc pour le développement économique. Aujourd'hui, on voit de plus en plus des difficultés dans ce système-là. Quelles seraient les failles en tant qu'agroéconomiste, les failles dans ce système? Je vous remercie, Madame Nia, de m'avoir donné cette opportunité pour revenir encore sur cette question des problèmes qui bloquent notre agriculture, des problèmes qui font que notre agriculture ne nourrit pas son homme, les problèmes qui font que cette agriculture n'occupe pas sa place véritable dans le développement économique et social. Quand on parle d'agriculture, on parle d'abord des agriculteurs. Au Sénégal, les agriculteurs sont à plus de 99% des exploitations agricoles familiales. Et puis on parle de la terre. Donc il faut donc savoir quelle est la situation des agriculteurs vis-à-vis de la terre. Et on se rend compte qu'en 2005-2006, 56% des exploitations agricoles familiales avaient moins de 3 hectares. Et cela veut dire que ces gens-là, par rapport aux techniques de production et aux machines qui doivent leur permettre de produire, ces gens-là, ils sont exclus de la première phase de modernisation de l'agriculture. Justement, ils représentent 70% de la population, ceux qui, en tout cas, s'activent dans l'agriculture. Ceux qui s'activent, c'est la population. Mais si vous ramenez ça en termes d'exploitation agricole familiale, parce que c'est ça qui est intéressant quand on parle d'agriculture, mais les exploitations agricoles familiales qui n'ont pas 3 hectares, qui est le minimum requis pour pouvoir utiliser un semoir, une houe à traction animale, c'est le minimum requis. 56% de ces exploitations agricoles n'en ont pas. Mais Monsieur Sène, pour des profanes comme moi, c'est quoi cette exploitation agricole familiale en termes plus simples? C'est l'agriculture que mène la famille dans le village. Chaque village a des familles. Une commercialisation directe? Non, la famille produit. La famille a des champs, a des terres, il produit. Pour se nourrir? Pour se nourrir et même pour vendre. Pour vendre, bon. Okay. C'est ça l'exploitation agricole Contrairement à l'agrobusiness alors? L'agrobusiness produit pour vendre, c'est clair. Bon, mais là, le véritable problème, c'est que
en 2005-2006, 56% des exploitations agricoles familiales étaient aussi en dessous du seuil de pauvreté. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la pauvreté rurale est synonyme d'insuffisance de terre chez la plus grande part des agriculteurs. Mais n'est-ce pas un paradoxe? Parce que quand même 200 000 km² de terre au Sénégal, voilà. C'est un problème de répartition, c'est un problème exactement. C'est un problème de répartition parce que tout le monde s'attendait, et de moins les producteurs s'attendaient, qu'avec l'arrivée de Wade, la réforme foncière qu'il proposait allait permettre de redistribuer les terres qui sont encore disponibles en faveur de ces 56% des exploitations agricoles. Mais non, Wade a préféré donner 650 000 hectares à 17 attributeurs, dont 10 Sénégalais. Mais M. Sène, on se demande aussi quel est le rôle de ces cadres de concertation rurale. Qu'est-ce qu'ils font? Et ce sont ces cadres de concertation rurale qui portent la demande paysanne. Mais malheureusement, elles ne sont pas écoutées. C'est des objectifs déviés ou non, elles ne sont même pas écoutées. La preuve, pour la loi d'orientation agro-silvopastorale, il a fallu que le cadre de concertation nationale des ruraux, le CNCR, il a fallu qu'il mobilise les populations au stade ici à Dakar pour amener Wade à accepter de discuter avec eux. Donc il leur fallait, et malheureusement, mettre la pression. Ils ont fait la pression et Wade a retiré le volet foncier de la loi agro-pastorale. Parce qu'on voit aussi des investisseurs étrangers qui prennent de plus en plus ces terres-là. Voilà, Wade leur a donné 650 000 hectares. Et les gens estimaient qu'avec l'arrivée de Macky, et d'ailleurs c'est ce qu'il avait promis aux Foutanké, quand les gens disent raz-de-marée électoral ethniciste, c'est pas vrai. Macky leur avait promis de leur restituer les terres. Mais il est arrivé, au lieu de les restituer, on voit que dans le programme de Sénégal émergent, il a promis encore à ces gens-là 240 000 hectares. Alors, oui, mais l'ère de Wade est finie. Hein? Maintenant, c'est l'ère de Macky. L'ère de Macky commence. C'est bien beau toujours que vous, quand je dis vous, c'est Benno Bokk Yakaar, vous nous ramenez toujours à l'ère de Wade. Mais aujourd'hui, c'est l'ère de Macky dont je vous parle. L'ère de Macky, Macky a promis dans PSE de donner 240 000 hectares aux investisseurs étrangers. Pendant que les gens avaient dit que ce que Wade avait fait, en donnant 650 000 hectares aux investisseurs étrangers, au détriment de 56% des exploitations agricoles familiales, on avait dit ça, il ne faut plus le faire. Mais lui, il a refait. Donc ce n'est plus l'ère Wade, c'est l'ère Macky qui recommence exactement ce que les gens ne voulaient pas du temps de Wade, en ce qui concerne le foncier. Mais ce n'est pas fini, les problèmes de l'agriculture. À part le foncier, il y a l'accès aux intrants et à l'équipement. Monsieur Sène, mais avant d'en venir aux intrants, on pourrait parler même de la mécanisation du système agricole. Voilà pourquoi je dis, nous allons aux équipements. L'équipement, c'est la mécanisation, c'est la motorisation. Les équipements agricoles disponibles au Sénégal, c'est des équipements à traction animale. Pour pouvoir utiliser la plus petite gamme de façon économique, de façon rentable, il te faut 3 hectares. Et je vous ai dit que 56% n'en ont pas. Donc ces gens-là, ils sont exclus de cette première phase de la modernisation de l'agriculture. Donc toute politique agricole qui dit qu'il veut moderniser l'agriculture en ne permettant pas de créer, en ne créant pas les conditions qui permettent à ces gens-là d'accéder à la modernité, ben c'est du vent. Mais il faut commencer par la formation. Non, mais la formation, écoutez, traction animale avec Houssine, ils savent. La SODEVA les a formés là-dessus de longue date. Il fallait juste avoir une politique d'équipement qui permette, et une politique foncière qui permette aux gens de pouvoir accéder le plus largement possible à ces Mais est-ce qu'on n'est pas en train alors de politiser ce système-là? Non, ce n'est pas politiser. Non. Politiser le système, c'est penser que c'est des forces politiques qui pensent qu'il y a des problèmes là où il n'y a pas de problème. Mais ici, c'est des problèmes économiques et sociaux réels que vivent les gens, les paysans. Je vous dis, l'équipement,
Pour y accéder, depuis Wad, et Macky ne l'a pas encore remis en cause, c'est l'achat au comptant, Ok. même subventionné. Mais si vous attendez au mois de mai de chaque année pour vendre au comptant, à prix subventionné, d'accord, mais tu vends au comptant les semences, les engrais et le matériel agricole, mais les paysans pauvres n'ont pas d'argent disponible. Justement, on va aborder le dernier volet de cet entretien. Plus de 13 milliards de nos francs ont été dégagés par l'État du Sénégal avec 95 000 tonnes d'engrais. Aujourd'hui, pour la campagne agricole de 2013-2014. Mais si c'est vendu au comptant, il n'y a que les paysans riches qui peuvent... Ce serait quoi l'impact? Non, mais l'impact sera minime. Parce que les paysans riches qui auront suffisamment d'argent pour acheter de l'engrais, Oui. mais vous les comptez du bout des doigts. Voilà pourquoi on dit partout, oui, on subventionne l'engrais et on retrouve l'engrais exporté à l'étranger. L'année dernière, par exemple, le gouvernement a envoyé de l'engrais à la Guinée-Bissau. Oui. Mais alors, c'est scandaleux. C'est scandaleux, cet engrais subventionné qui devait aller aux producteurs, les gens n'ont pas d'argent pour acheter, le gouvernement donne ça en aide à un autre pays. Voilà pourquoi... Et qui sont ces acteurs? Ce sont les OPS? C'est pas Non, forcément l'État? non, c'est l'État cette fois-ci. C'est l'État qui a donné en aide de la Guinée-Bissau l'engrais. Ce qui est scandaleux. Parce que, encore une fois, ce n'est pas parce que les paysans n'ont pas de l'argent pour acheter au comptant que l'État leur dise, bon, si c'est comme ça, je vais donner ça à quelqu'un d'autre. Au contraire, ils devaient revoir les conditions d'accès à cet engrais pour permettre au maximum de gens de pouvoir en disposer. Ce qui n'est pas le cas. Alors, le paradoxe également, c'est que malgré tous ces milliards engloutis, par rapport au PIB, on voit que 7%. 7%, vraiment... Mais vous avez raison, parce que l'écrasante majorité des exploitants agricoles, des exploitations familiales agricoles, l'écrasante majorité se trouve hors circuit. Mais est-ce que ce n'est pas le problème de la qualité des intrants? Non, les engrais sont de bonne qualité. Les engrais sont de bonne qualité? Oui. Et les semences, évidemment, sont vieilles. Mais certains paysans ne le disent pas aussi. Non, écoutez, moi je suis professionnel quand même, je n'ai pas raconté d'histoire. Bon, les paysans qui disent que l'engrais n'est pas de bonne qualité ne connaissent même pas. Certainement, ils n'ont même pas accès à ça. Ils décèlent des produits toxiques. Écoutez, donc ça c'est la fraude. Quand on donne l'engrais, il n'y a pas de produits toxiques. Quand l'État donne l'engrais, vous voulez dire? Même la SONEO, par exemple? Je dis quand ils vendent l'engrais, je ne dis pas de produits toxiques, je ne dis pas de la fraude. Quand l'engrais qui est autorisé à être vendu, c'est de l'engrais de bonne qualité. Okay? Maintenant, c'est tout à fait le contraire avec les semences. Les semences sont de vieilles semences qui ont perdu leur faculté germinative, leur potentiel de production. Pourquoi? Non, parce qu'elles sont vieilles. Ce sont les mêmes que l'on reconduit d'année en année. Et pourquoi? Et pourquoi? Parce que le gouvernement du Sénégal n'a pas encore dégagé une politique de multiplication des semences sélectionnées pour pouvoir les mettre à la disposition des producteurs. Cette année, vous avez entendu, ils ont acheté pour environ 20 000 hectares de semences sélectionnées. Oui. Pendant que les besoins se chiffrent à 50 000. Maintenant, le reliquat de semences, ce sera encore ce qu'on a écrémé, les choses que l'on reconduit. Si on continue comme ça, on n'aura jamais de semences de bonne qualité en quantité suffisante pour booster la production. Alors, vous êtes agroéconomiste, M. Sène. Pour toutes ces difficultés-là, faut-il changer de paradigme? Mais il faut changer de paradigme. Pour changer de paradigme, il faut changer la politique foncière d'abord, restituer aux collectivités locales les terres qui ont été spoliées, ça je pèse bien mes mots, pour permettre aux petits exploitants d'avoir les surfaces minimum pour pouvoir utiliser la petite mécanisation agricole. Ensuite, et deuxièmement, il faudrait changer la politique de cession des intrants et des semences. Au lieu de vendre au comptant, il faut retourner à la politique de crédit, mais pas pour tout le monde, mais crédit pour les producteurs petits et pauvres. Ceux qui sont riches doivent continuer à acheter au comptant, sans subvention. Ils doivent acheter au comptant parce qu'ils sont riches. Mais les pauvres, ce qu'on a subventionné, on devrait leur donner ça en crédit pour leur permettre d'avoir des conditions de production acceptables. Et troisièmement, on produit, et il faut vendre. Et c'est là aussi où se trouve le troisième obstacle. Ce troisième obstacle est appelé
les conséquences de la libéralisation de la commercialisation. Vous vous rendez compte, quand on produit et qu'on n'arrive pas à écouler sa production, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il faut gérer le stockage? Non, bon, écoute, quel stockage? Il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de politique de développement des infrastructures de stockage en milieu rural. Il n'y en a pas eu. Depuis l'indépendance jusqu'à présent, il n'y en a pas eu. Donc les gens produisent, ils ont des problèmes de commercialisation. De surplus. Et en ce on moment-là, peut en donner beaucoup d'exemples. Voilà, les pastèques, cela veut dire mangues. que cela décourage la production. Voilà. Ça c'est un frein. Au lieu d'organiser la commercialisation de manière à ce que l'importation ne remette pas en cause notre volonté d'aller à l'autosuffisance. Si on ne le fait pas et on dirait que c'est la liberté de commercialisation, on tue l'agriculture. On tue l'agriculture. Donc voilà les freins qu'il faut lever. Et si on ne les lève pas, tant qu'on ne les lève pas, de Senghor, Abdou Diouf, Wade jusqu'à maintenant, c'est toujours la même rituelle. Okay. L'agriculture, c'est la priorité, mais en fait, c'est le parent pauvre. C'est le parent pauvre de leurs préoccupations. Voilà, c'est sur ces mots que nous vous remercions, Monsieur Ibrahim Sène. Nous étions avec lui du PIT, mais aussi sous sa casquette d'ingénieur agroéconomiste. L'agriculture, on ne cessera jamais d'en parler, un sujet qui n'a pas d'ailleurs été épuisé. Nous y reviendrons certainement dans d'autres occasions de ce magazine d'IGFM. Merci de l'avoir suivi, merci à Ndiol et Djibilay Diop. On se donne rendez-vous vendredi prochain et d'ici là, surfez bien.